Bonjour, dans cette présentation, on va aborder la notion de graphe en mathématiques. Commençons par une petite introduction. Königsberg était une ville située en Russie, traversée par un fleuve la divisant en 4 zones distinctes. Ces 4 zones sont reliées par 7 ponts. Ainsi, le problème des ponts de Königsberg est le suivant. Peut-on, en partant d'une des 4 zones, traverser chaque pont une et une seule fois et finir son parcours sur la zone de départ? On peut donc schématiser l'expérience de cette façon. On voit qu'avec quelques essais, la solution n'est pas si évidente à trouver. C'est en 1735 que le mathématicien allemand Leonhard Euler en donna la réponse. Il dit tout simplement qu'il n'existe pas de parcours pouvant respecter les règles imposées. En revanche, il ajoute que pour réussir le parcours imposé, il aurait fallu que chacune des 4 zones soit atteinte par un nombre pair de ponts. C'est logique, puisque s'il faut un pont pour changer de zone, il en faudra obligatoirement un deuxième pour y revenir. Ce problème des ponts de Königsberg est très représentatif de la notion de graphe en mathématiques. Mais tout d'abord, qu'est-ce qu'un graphe? Un graphe est tout simplement une structure composée de points et de lignes. Ces lignes sont reliées à une paire de points à chacune de leurs extrémités. Un arbre généalogique dont les membres de la famille sont les points et les liens entre eux sont les lignes peut être considéré comme un graphe. Le plan du métro, avec comme points les différentes stations et comme lignes les différentes lignes de métro, est aussi un exemple de graphe. Notre première partie va concerner les graphes non orientés. On commence d'abord par la définition d'un graphe non orienté. C'est un graphe qu'on va nommer G et qui est un couple de deux ensembles. Un ensemble S de sommets et un ensemble A d'arêtes. Les sommets sont les points du graphe et les arêtes sont les lignes qui relient ces points entre eux. Ce qui fait que chaque élément AI de l'ensemble A est une paire de sommets et peut donc être noté de cette façon. Ça signifie que n'importe quelle arête est obligatoirement reliée à deux sommets. On va donc faire un exemple d'un graphe non orienté pour illustrer cette définition. On peut aussi ajouter le fait qu'un même graphe peut être représenté de plusieurs façons différentes. Maintenant que nous avons défini ce qu'est un graphe non orienté, nous allons voir le vocabulaire qui lui est associé. Un sommet est, comme on l'a vu juste avant, un point dans un graphe. Comme on l'a vu juste avant aussi, une arête est une ligne reliant deux sommets. Deux sommets sont dits adjacents s'ils sont directement reliés entre eux par une arête. L'ordre d'un graphe est tout simplement le nombre de ses sommets. Le degré d'un sommet est le nombre d'arêtes reliant ce sommet. Il est noté comme ceci. Une boucle est formée par une arête qui relie un point à lui-même.
Une boucle est comptée 2 fois lorsqu'on cherche le degré d'un sommet. Une chaîne C est un chemin qui relie deux sommets et qui passe par un certain nombre d'arêtes. Lorsqu'une chaîne ne passe qu'une seule fois par un même sommet, on dit qu'elle est élémentaire. De même avec les arêtes, donc si une chaîne ne passe qu'une seule fois par une même arête, on dit alors que c'est une chaîne simple. Un cycle est une chaîne dont le sommet de départ et d'arrivée est le même. Un graphe est dit simple s'il n'a aucune boucle et si entre deux sommets il y a au maximum une seule arête. Un graphe connexe est un graphe dans lequel n'importe quel sommet peut être relié à n'importe quel autre sommet par une chaîne. Un graphe complet est un graphe dans lequel tous les sommets sont adjacents, c'est-à-dire qu'ils sont tous reliés entre eux par une seule arête. Une chaîne eulérienne est une chaîne qui passe une et une seule fois par toutes les arêtes du graphe. Un cycle eulérien est une chaîne eulérienne qui commence et se termine sur le même sommet. Le problème des ponts de Königsberg cherchait à savoir s'il existait un cycle eulérien dans le graphe représentatif de la ville. Ainsi, les noms chaîne eulérienne et cycle eulérien viennent du mathématicien Euler, qui en résolvant ce problème jeta les bases de la théorie des graphes. Maintenant qu'on a vu les définitions, on va passer aux propriétés. Première propriété qui est admise, aussi appelée théorème d'Euler, dit « Une chaîne est eulérienne si et seulement si elle possède 0 ou deux sommets de degrés impairs. » La deuxième propriété est la suivante. Dans un graphe G non orienté, la somme des degrés des sommets est égale au double du nombre d'arêtes. Enfin, la troisième propriété. Dans un graphe complet G d'ordre n, premier point. Pour tout sommet S appartenant à l'ensemble des sommets d'un graphe, le degré de chaque sommet est égal à n-1. Deuxième point. Le nombre d'arêtes du graphe est égal à n facteur de n-1 sur 2. Le théorème d'Euler a pour conséquence, d'une part, si la chaîne possède deux sommets de degrés impairs, ces sommets sont les extrémités de la chaîne. Et d'autre part, un cycle est eulérien si et seulement si il possède uniquement des sommets de degrés pairs. On va donc maintenant démontrer ces propriétés. Étant donné le théorème d'Euler admis, on va donc commencer par la démonstration de la deuxième propriété. Dans un graphe G non orienté, la somme des degrés des sommets est égale au double du nombre d'arêtes, car quand on additionne les degrés des sommets, chaque arête est comptée 2 fois, une fois à une extrémité et une fois à l'autre. Démontrons maintenant la troisième propriété. Premier point. Pour tout sommet S appartenant à l'ensemble des sommets d'un graphe, le degré de chaque sommet est égal à n-1. En effet, on sait qu'il y a n sommets dans G. Or, G est un graphe complet, c'est-à-dire que chaque sommet est relié à tous les autres sauf à lui-même. Il est donc relié à n-1 sommets. Deuxième point, le nombre d'arêtes du graphe est égal à n facteur de n-1 sur 2. On sait que le degré de chaque sommet est égal à n-1. Ainsi, la somme des degrés de tous les sommets est égale à n facteur de n-1, puisqu'il y a n sommets de degré n-1. Or, d'après la deuxième propriété, la somme des degrés de tous les sommets est égale au double du nombre d'arêtes. On peut donc écrire n facteur de n-1 est égal à 2 fois le nombre d'arêtes. Ce qui veut dire que le nombre d'arêtes est bien égal à n facteur de n-1 sur 2. Maintenant que nous avons parlé du premier type de graphe, à savoir les graphes non orientés, nous allons passer à notre deuxième partie sur les graphes orientés.
Un graphe orienté est, de la même manière qu'un graphe non orienté, un ensemble de points et de lignes qui relient ces points. La différence entre les deux est simplement que les lignes reliant ces points sont fléchées et donc possèdent un sens. Ainsi, un graphe G orienté est composé de deux ensembles, l'ensemble N des nœuds et l'ensemble A des arcs. Cependant, chaque élément de A n'est plus une paire mais un couple de nœuds, c'est-à-dire que les deux sommets sont ordonnés puisque l'arc possède un sens. Prenons un exemple. Si on a un arc A1 reliant A à B et un arc A2 reliant B à A, les arcs A1 et A2 ne sont pas les mêmes. On va représenter un graphe orienté pour clarifier cette notion. En physique-chimie, lorsqu'on s'intéresse à la représentation d'un circuit électrique, on remarque assez facilement qu'il s'agit en fait d'un graphe orienté. En effet, les nœuds sont les différents dipôles, et les arcs sont les fils électriques les reliant. Comme le courant ne va que dans un seul sens, on le représente par des flèches. C'est donc bien un graphe orienté. On peut également prendre un autre exemple, celui d'une ville dont les rues seraient à sens unique. Dans ce cas, pour se déplacer d'un endroit à un autre, il faudra suivre le sens de chaque rue qu'on emprunte. En introduisant la notion de graphe orienté, nous avons vu deux nouveaux mots, les nœuds et les arcs. On va donc maintenant voir le nouveau vocabulaire associé au graphe orienté. Un nœud est l'équivalent du sommet d'un graphe non orienté. C'est tout simplement un point du graphe. Un arc est l'équivalent d'une arête. La différence est que cette fois, il est orienté et est représenté par une flèche. Le degré sortant d'un nœud est le nombre d'arcs dont ce nœud est l'origine, c'est-à-dire que c'est le nombre d'arcs qui sortent de ce nœud. Il est noté d- de n. Le degré entrant d'un nœud est le nombre d'arcs dont ce nœud est la cible, c'est-à-dire le nombre d'arcs qui entrent dans ce nœud. Il est noté d plus de n. Le degré total d'un nœud, noté deg de n, est la somme de ses degrés entrants et sortants. Un chemin C est l'équivalent d'une chaîne d'un graphe non orienté. C'est une suite d'arcs consécutifs suivant le sens des flèches. Les chemins simples élémentaires et eulériens ont les mêmes caractéristiques que les chaînes du même nom vues précédemment dans la première partie pour les graphes non orientés. Un circuit est l'équivalent d'un cycle. C'est un chemin qui commence et se termine sur un même nœud. De même qu'avec les chemins et leurs homologues, les circuits eulériens ont les mêmes caractéristiques que les cycles eulériens. Un graphe transposé est un graphe à qui on a inversé le sens de tous ses arcs. Le transposé d'un graphe G est noté G exposant T. Nous allons maintenant voir deux propriétés des graphes orientés. La première est que la somme des degrés entrants est égale à la somme des degrés sortants, qui est aussi égale au nombre d'arcs du graphe. Explication. Comme chaque arc est relié à une origine et à une cible, lorsque l'on compte le nombre d'arcs total, on compte aussi à la fois le nombre d'arcs entrants dans une cible et à la fois le nombre d'arcs sortants d'une origine. La deuxième propriété est que si on transpose deux fois un graphe G, on retombe sur le graphe G de départ. Lorsqu'on transpose un graphe orienté, ces arcs changent de sens. Comme il n'y a que deux sens, si on transpose une deuxième fois ce graphe, les arcs seront revenus dans le même sens qu'au départ. Remarque concernant les précédentes définitions et propriétés. Celles-ci sont toujours valables pour les graphes orientés à l'exception du théorème d'Euler et de la notion de graphe complet. On a vu les deux types de graphes, les graphes orientés et les graphes non orientés. Maintenant, dans notre troisième partie, on va voir qu'un graphe peut être représenté sous forme matricielle. Une matrice d'adjacence, notée M d'un graphe G d'ordre n, est la matrice carrée de taille n fois n dont les éléments MIJ représentent le nombre d'arêtes ou d'arcs allant d'un sommet ou nœud SI à un sommet SJ. Voyons maintenant deux cas particuliers. Le premier est le suivant. Dans un graphe non orienté, la matrice d'adjacence est symétrique par rapport à la diagonale. Ce qui veut dire que les coefficients MIJ et MJI sont égaux. Ce qui est normal vu que l'arête A1 reliant le sommet I au sommet J et l'arête A2 reliant le sommet J au sommet I sont les mêmes. Le deuxième cas est que dans un graphe simple,
La matrice d'adjacence est une matrice binaire, c'est-à-dire qu'elle n'est composée que de 0 et de 1. C'est normal parce que dans un graphe simple, chaque paire de sommets est reliée par au plus une arête, donc soit une seule arête, soit 0. On va prendre un graphe G d'ordre 4 par exemple, avec M sa matrice d'adjacence. M va donc être une matrice carrée de taille 4 x 4. On nomme les sommets A, B, C, D, et on va représenter les lignes et les colonnes de la matrice dans l'ordre alphabétique. Pour le premier terme M11, on cherche si le sommet A est relié au sommet A, donc si le sommet A est relié à lui-même, donc si le sommet A possède une boucle. Pour le terme M12, on cherche si le sommet A est relié au sommet B. Et ainsi de suite, on fait la même chose pour les autres termes de la matrice. On obtient alors une matrice d'adjacence de cette forme. Nous pouvons remarquer que lorsqu'une matrice d'adjacence ne comporte que des zéros, le graphe associé n'a aucune arête, et que lorsqu'une matrice d'adjacence ne comporte que des 1 et une diagonale nulle, le graphe associé est complet. On va maintenant voir deux propriétés qui seront admises. Voici l'énoncé de la première propriété. Soit G un graphe d'ordre n et de matrice d'adjacence M. On note card C indice K, le nombre de chaînes de longueur K. Ainsi, le nombre de chaînes de longueur K, donc card CK, entre SI et SJ est donné par l'élément MIJ exposant K de la matrice M puissance K. A noter que ici, l'exposant K de l'élément MIJ n'est pas une puissance, contrairement à celui de la matrice M. Voici un exemple. On prend un graphe G d'ordre 4 dont sa matrice d'adjacence M est représentée de cette façon. Si on veut chercher le nombre de chemins entre A et D de longueur 5, on calcule grâce à la calculatrice la matrice M puissance 5 et on regarde le terme M14 de cette matrice. On trouve que c'est égal à 29. Donc ça veut dire qu'il y a 29 chemins existants de longueur 5 entre A et D. Deuxième propriété. Soit G un graphe non orienté d'ordre n et M sa matrice d'adjacence de coefficient MIJ. Alors, le degré total d'un sommet est égal à la somme des éléments MIJ pour J allant de 1 à n. Explication. Pour trouver le degré total d'un sommet, il faut simplement additionner tous les éléments de la ligne correspondant à ce sommet. Prenons un graphe non orienté d'ordre 5 par exemple, qui a sa matrice d'adjacence M représentée comme ça. Les sommets A, B, C, D, E sont représentés dans la matrice dans l'ordre alphabétique. Si on cherche alors le degré du sommet B, il faudra simplement additionner tous les éléments de la deuxième ligne. Ce qui nous donne 1, plus 0, plus 1, plus 1, plus 0, et qui est égal à 3. Pour vérifier, on regarde sur le graphe et on cherche directement le degré du sommet B. Et on voit qu'on trouve bien le même résultat.